20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec l'affaire du professeur tué à Ngoye. L'enquête évolue. 4 personnes sont en garde à vue, dont la maman de la présumée coupable. À Saint-Louis, les populations sonnent l'alerte avec la présence des stations d'essence de pirogue dans des maisons. C'est dans la langue de Barbarie. Les autorités et les pêcheurs sont interpellés. Le Sénégal se rappelle ce 19 mars de la première alternance politique avec l'accession de Maître Abdoulaye Wade au pouvoir. Que reste-t-il du PS et du PDS, principaux protagonistes de cet événement? Élément de réponse dans cette édition. Et puis les Lions au complet ont effectué leur deuxième galop d'entraînement au stade Lat Dior pour la préparation du match face à Madagascar le 23 mars prochain. Demain, ce sera au tour des U23 d'en découdre avec la Guinée à Conakry. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants de développement. Bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord à Ngoye, c'est à Bombay. Après le meurtre de l'enseignant Henri Ndiaye, 4 personnes sont en garde à vue. La présumée meurtrière et 3 autres individus. Les faits, rappelons-le, se sont déroulés dimanche dernier. L'enquête se poursuit, nous dit Babacar Diouf. La présumée meurtrière d'Henri Ndiaye dans les liens de la détention préventive. Il s'agit de la maman de la jeune élève pour débit de boissons alcoolisées non autorisées. Les 2 autres personnes sont des citoyens du village d'Ngoye. Elles ont été interpellées pour non-assistance à une personne en danger. Elles seront toutes présentées au procureur de la République à la fin de l'enquête préliminaire de la gendarmerie. Pour rappel, la jeune fille de la classe de terminale a été interpellée par la gendarmerie de Ndoulo pour homicide involontaire sur la personne de l'instituteur Henri Ndiaye. Les faits se sont produits le dimanche dans le village d'Ngoye. Nous allons à Saint-Louis à présent. 19 stations d'essence de pirogue recensées dans la langue de Barbarie. Elles sont toutes implantées dans des maisons. Une cohabitation dangereuse pour les populations de Guet-Ndar, Gokhumbath et Santhiaba. Les pêcheurs et les autorités sont appelés à prendre des mesures pour éviter un drame. Ousseynou Diop. À Saint-Louis, dans la langue de Barbarie, les populations vivent de manière permanente avec le danger. Ici, dans les quartiers de Guet-Ndar, Santhiaba et Gokhumbath, on compte 19 stations d'essence, dont certaines sont installées à l'intérieur des maisons. Une situation qui hante le sommeil des populations. Nous nous exposons toujours au danger. Dans les années précédentes, des gens étaient venus recenser les stations d'essence et avaient promis de les délocaliser. Mais vous voyez, rien n'est jusque-là fait. Nous sommes des pêcheurs, donc on a besoin d'essence. Mais nous tenons avant tout à nos vies et à celles de nos enfants. Je touche du bois, mais ça peut être source de catastrophe. Pire encore, l'État n'a rien fait pour résoudre ce problème. Il y a même des stations d'essence implantées à l'intérieur des maisons où les femmes utilisent le feu pour la cuisine et s'exposent à un risque quotidien. Au Sénégal, les cas d'incendie sont très nombreux, ce qui inquiète davantage les habitants de la vieille ville avec la présence des stations d'essence à Guet-Ndar. Et tout le monde sait que le carburant, surtout le gasoil et l'essence, tout ça là, c'est des produits inflammables qui peuvent produire des dangers. Une fois que ça brûle, ça peut vraiment créer beaucoup de dangers au niveau de Saint-Louis. On pouvait les délocaliser dans d'autres endroits plus sécurisés, comme dans le quartier Hydrobase où il y a de l'espace. Tous les pêcheurs peuvent se rendre là-bas pour acheter le produit. Vraiment, il faut des mesures pour éviter le pire. Ces pêcheurs et acteurs rencontrés exhortent le gouvernement sénégalais, surtout le ministre de l'Environnement, à trouver des solutions immédiates et préconisent l'installation des stations d'essence dans des endroits non habités. Donc vraiment, le ministère de l'Environnement et les gens qui sont ici au niveau régional qui gèrent l'environnement doivent vraiment se concerter et faire une réflexion sur ça pour vraiment désengorger un tout petit peu ces stations-là, les amener ailleurs et les faire sortir de Guet-Ndar. Nous, les populations, nous ne pouvons pas délocaliser les stations d'essence implantées dans nos quartiers. C'est l'État à ce pouvoir. À Saint-Louis, les pêcheurs sonnent l'alerte et invitent le gouvernement à prendre les mesures idoines pour éviter le pire aux populations. Ousseynou Diop, recrudescence des incendies dans les marchés. L'UNACOIS Diapo exige la mise en place d'un fonds de calamité pour venir en aide aux sinistrés. Les explications de Ousmane Sindiaye, il est le secrétaire exécutif de l'organisation. Il est au micro de Koumba Matlo.
Nous pensons qu'il est très urgent que l'État, d'abord, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, procède au diagnostic et aux enquêtes nécessaires pour déterminer les vraies causes de ces incendies. Est-ce que c'est fondamentalement lié au branchement anarchique au niveau des marchés? Je veux dire des branchements électriques anarchiques. Est-ce que c'est lié à d'autres facteurs? L'aménagement des marchés pose également des problèmes. Quelle est la responsabilité des collectivités locales? Quelles sont les responsabilités des commerçants? Nous pensons qu'à ce stade, il est important de comprendre ce qui se passe. Les commerçants, d'une manière ou d'une autre, devront être soutenus par l'État. Nous le pensons parce que en ce moment-là, il va falloir préserver les emplois qui existent déjà au niveau des marchés et il va falloir également assurer une certaine continuité de l'activité de distribution qui se passe dans ces marchés. Recrudescence des accidents au Sénégal, le permis à point est-il toujours à l'ordre du jour? Les autorités en charge du transport terrestre avaient annoncé plusieurs dates pour son adoption, mais jusque-là, rien du tout. Des syndicalistes comme Gora indiquent que le Sénégal n'est pas encore prêt. Les explications d'Aminata Baresso. Les morts sur les routes se comptent par milliers au Sénégal. Dans les annales de la nouvelle prévention routière, 651 décès sont enregistrés en 2016 contre 635 pour l'année 2017. Des morts par centaines qui remettent toujours la sécurité routière. Et pour inverser la tendance, la question du permis à point avait été agitée. En avril 2018, à l'occasion de la Semaine nationale de la prévention routière, le ministre des Transports terrestres de l'époque, Abdoulaye Daouda Diallo, avait annoncé pour juillet 2018 l'adoption du permis à point, une sortie qui avait suscité un certain nombre de critiques. Gora, secrétaire général du syndicat des transporteurs routiers, avait posé un certain nombre de préalables relatifs entre autres au renouvellement du parc automobile, à l'éclairage intégral des routes, mais également à une meilleure prise en charge sociale des chauffeurs du privé et du public pour que le permis à point puisse être appliqué au Sénégal. Au rythme des choses, le permis à point n'est plus à l'ordre du jour. Par contre, les autorités en charge des transports terrestres semblent être dans la dynamique avec le lancement de la campagne des permis biométriques. C'est à la suite de cette campagne que la question du permis à point devrait être peut-être soulevée à nouveau. En attendant, les routes continuent de faire des morts. Des stratégies communes et concertées devraient être trouvées pour arrêter cette saignée sur les routes sénégalaises. Il n'y a pas de problème d'assainissement au Sénégal, mais plutôt un problème de comportement des populations. C'est du moins l'avis de Lassana Gagny Sakho, le directeur général de l'ONAS. Cela fait suite au problème d'assainissement constaté dans certaines zones à Dakar. Il invite les populations à plus de civisme afin de leur faciliter l'entretien des réseaux de canalisation. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Koumba Matlo et Dili Yémé. Les problèmes sont très simples. La cité Kergori, vous avez beaucoup de constructions qui sont en cours actuellement. Et ceux qui font les constructions rejettent directement toutes les eaux qui sont pompées dans le réseau d'assainissement sur la chaussée. Vous avez également un autre problème, des camions gros porteurs qui cassent les regards. Ce qui se passe au lycée de Pikine est désolant. Ce lycée est traversé par ce qu'on appelle une grosse conduite d'assainissement qui collecte l'ensemble des eaux usées pour les amener dans une station de pompage. Mais cette conduite, vous avez des regards en amont de cette conduite. Et ces réseaux d'assainissement transformés en ordures. Les gens y versent des ordures. Et quand ça arrive, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'eau ne circulant plus, nous avons des regards dans ces écoles et les eaux usées sortent dans ces écoles. Mais la solution, ce n'est pas d'intervenir. La solution, c'est que les populations entretiennent ces réseaux. Le bien public, le bien de l'État ne signifie pas que c'est un bien qui n'appartient à personne. C'est un bien qui appartient à tout le monde et nous devons tous essayer d'en tenir ces biens correctement. Affaire Boy Guinée, le tribunal de grande instance de Diourbel donne son verdict le 16 avril prochain. Le procureur de la République demande l'application stricte de la loi. L'avocat de la défense, lui, se félicite du désistement du juge d'instruction de Dakar poursuivant le prévenu pour les mêmes causes d'évasion. Là-dessus, je vous propose d'écouter les explications de Maître Serigne Gagne, interrogé par Babacar Diouf.
J'ose espérer qu'il va bénéficier d'une clémence de la justice parce qu'après tout c'est un prévenu qui est de très bonne foi, qui n'essaye pas de mener les juges en bateau. Il raconte les choses telles quelles et il assume ses responsabilités entières. Donc je peux estimer qu'aujourd'hui il pourra valablement bénéficier de la clémence des juges. Je pense qu'aujourd'hui, dans le pire des cas, il peut bénéficier d'une peine couverte. En tout cas, c'est ce que j'espère des juges. Ça veut dire qu'on va lui faire une peine qui va correspondre au temps qu'il a eu à faire en détention. En fait, dans le cas d'espèce, oui, parce que je dois préciser que la première chose qui m'a fait plaisir dans cette affaire, c'est qu'il a été poursuivi par 2 juges pour les mêmes faits. Et pour vous dire que je pense que ses droits ont été respectés, lorsque les 2 juges ont chacun de son côté appris que l'autre était en train de poursuivre, l'un des juges s'est désisté en faveur de l'autre et c'est ce qui aujourd'hui fait qu'il est définitivement jugé pour cette évasion de Diourbel et que le juge de Dakar qui poursuivait en même temps que lui cette affaire aujourd'hui est dessaisi complètement. Nous parlons éducation à présent dans l'enseignement privé catholique. Les outils et documents d'accompagnement des innovations pédagogiques mises en œuvre par l'État font défaut dans la plupart des établissements. Le bureau de l'Office national de l'enseignement catholique en conclave à Ziguinchor invite le gouvernement à apporter des correctifs. Charles Biagui, secrétaire général de l'ONEC, que je vous propose d'écouter au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mangan. Par rapport aux innovations, nous sommes tout à fait ouverts pour les innovations, même si parfois nous trouvons qu'il y en a beaucoup, parfois même qui s'y mènent sans trop prendre le temps d'évaluer. Ce que par contre, ce sur quoi nous sommes un peu abasourdis, c'est de voir que l'État qui détermine les programmes et puis donc qui sort les supports pour justement aider les enseignants dans la prise en charge de ces curricula, parfois nous oublie dans la mise à disposition des documents, alors que nos personnels enseignants en ont véritablement besoin pour pouvoir faire les mêmes programmes que ce que le public fait, puisque au niveau des examens, nous allons être évalués, disons, de la même manière. Bon, peut-être qu'il faut relativiser, hein, ce n'est pas partout où c'est comme ça. Ça dépend des IF. Voilà, il y a des IF où vraiment ils associent tout le monde. Mais d'autres, je ne sais pas pour quelle raison, ils mettent de côté le privé en disant que ils ne sont pas comptabilisés, alors qu'ils sont là pour faire le même programme. Les étudiants de l'École nationale des travailleurs spécialisés du Sénégal demandent plus de considération et d'implication dans les politiques de développement de l'État. Ils ont fait face à la presse, c'était à l'occasion de la Journée mondiale du travail social. Compte rendu signé Lamine Ndiaye et Ahmadouba. Le travailleur social, un métier au centre de toutes les politiques, même s'il est peu connu des Sénégalais. À l'École nationale des travailleurs spécialisés du Sénégal, les diplômés se désolent de cette situation et réclament plus de reconnaissance. Le travailleur social est un agent de développement. Il a son rôle à jouer dans le développement du Sénégal et dans le développement des autres pays. Au niveau international, le travail social est une profession valorisée. Et nous, aujourd'hui, nous voulons profiter de cette journée, ici à l'INTSS, donc pour promouvoir donc, le corps des travailleurs sociaux. Et aussi leur faire comprendre que le travail social a en quelque sorte une importance dans tous les secteurs donc, de la société. Et je pense que c'est au niveau d'abord du sommet. Il faut que tout le monde sache que le travail social est une profession qui est reconnue au niveau international. Et en plus de cela, les travailleurs sociaux sont des agents de développement, sont des agents de changement. Ces étudiants diplômés dénoncent le manque de représentation dans les services étatiques et interpellent les autorités compétentes à propos de leur insertion professionnelle. Ces produits qui sortent toutes ces années peinent à être recrutés. Est-ce la faute du ministère de la fonction publique? Est-ce la faute du ministère de la Santé et de l'Action sociale ou bien il y a une absence donc, au niveau donc, de la planification par rapport donc, aux lignes budgétaires surtout pour qu'on accorde vraiment à ces travailleurs sociaux leur chance? L'appel que nous lançons, c'est que les politiques publiques puissent prendre en compte le recrutement des travailleurs sociaux. Et pour cela, nous sommes prêts. Nous sommes opérationnels. Certains depuis des années sont là et qui attendent qu'on les appelle et qu'on leur dise voici vos ordres de service, voici vos ordres de mission.
faites-nous connaître le travail social, faites votre travail. Nous ferons notre travail donc, pour essayer de résoudre tous ces problèmes sociaux. La première édition de la Journée mondiale du travail social remonte à 1983. Le but de cette journée, mettre en évidence l'utilité du travail des professionnels de l'action sociale. Ce que n'ont pas manqué de faire les étudiants de l'École nationale des travailleurs spécialisés du Sénégal. Réduction de la fracture numérique. Le Fonds de développement du service universel des télécommunications a mis en œuvre un programme d'activité triennale visant à moderniser et à appuyer les secteurs de la petite enfance, de l'éducation nationale, de la santé, de l'enseignement supérieur. Les activités du projet ont été présentées. C'était en présence du directeur général de l'ARTP, Abdou Karim Sall, que je vous propose d'écouter au micro de Thiorombar Ndiaye. Nous avons voulu anticiper et permettre à notre pays de disposer d'un système d'adressage cohérent, bien entendu géolocalisé, afin que tous ceux-là qui ont besoin d'une adresse précise puissent en disposer à travers ce système-là. Aujourd'hui, il y a 255 quartiers, 224 000 bâtiments qui sont numérotés. Donc vous voyez, c'est quand même très important. C'est un projet qui avance et qui va nous permettre de pouvoir nous positionner sur le commerce électronique dont j'ai parlé tantôt, parce que le dernier maillon de la chaîne, c'est la distribution à travers la poste. Il faudrait que la poste ou les distributeurs puissent avoir des adresses précises pour pouvoir déposer les paquets ou les colis de manière très rapide aux bons endroits. Les besoins doivent nous orienter vers l'augmentation de cette assiette du Fonds de développement du service universel, parce que le Fonds de développement du service universel peut beaucoup aider dans le financement des projets qui vont développer de manière irréversible les technologies de l'information et de la communication. Vous l'annoncez dans les titres de cette édition, 19 mars 2000, date de la première alternance politique au Sénégal avec l'accession de Maître Abdoulaye Wade au pouvoir. 19 ans après, jour pour jour, les deux grands partis historiques ont connu beaucoup de remous avec des défections et des emprisonnements. Ils ont été même absents de l'élection présidentielle de 2019. Pape Faraning, Diafaraba. 19 mars 2000, une date historique marquant la première alternance au Sénégal après 40 ans de règne du régime socialiste. Abdoulaye Wade accède au pouvoir après 26 ans dans l'opposition. Une victoire de la démocratie sénégalaise et ses acteurs. Ce n'était pas une alternance simplement politique, mais c'était aussi un changement d'air. C'était un changement de régime, mais c'était aussi un changement d'air. En 2000, l'acteur était encore plus fort que le système. Abdou Diouf avait des chances, s'il s'agrippait au pouvoir, de faire passer son projet. Aujourd'hui, il faut rendre hommage à ce grand peuple qui est le peuple sénégalais, qui est un peuple de démocratie, un peuple de liberté, qui l'a toujours prouvé, mais aussi rendre un hommage mérité au président Diouf qui a eu le mérite. Long processus pour aboutir à cela, 19 ans après. Que reste-t-il de cette alternance? Les revendications d'une certaine frange de l'opposition par rapport au processus électoral, la délivrance des cartes, le parrainage, le rôle du Conseil constitutionnel et de la justice dans le processus électoral doit aujourd'hui convaincre les uns et les autres. Mais depuis 2000, on voit nettement de plus en plus que le système est devenu beaucoup plus fort que les acteurs. C'est pourquoi je parle de tensions politiciennes et de tensions artificielles. Le PS et le PDS, les deux grands partis de cette époque, ont connu beaucoup de remous. Conséquence, ils peinent à reconquérir le pouvoir. Parce que c'est la première fois depuis presque 1948 qu'on assiste à une élection sans le Parti socialiste. C'est la première fois que ça arrive. Mais aussi c'est la première fois depuis 1978, depuis la naissance du PDS, depuis 1974 plutôt, qu'on assiste à une élection sans le Parti démocratique sénégalais. Socialiste et libéral. Et ils doivent aller à la compétition. Je crois que l'épisode de la gestion du dossier de Karim Wade aujourd'hui a laissé beaucoup de fissures. Après le 19 mars 2000, le Sénégal a connu une autre alternance, celle de 2012 avec l'élection de Macky Sall. Pour autant, la première reste dans les annales de l'histoire.
Nous parlons de tout à fait autre chose à présent, prélude à l'événement intitulé Goût de France qui se tient le 21 mars prochain. L'ambassadeur de la France a organisé un buffet ouvert dans l'enceinte de sa résidence. Plusieurs plats sénégalais, plusieurs plats plutôt combinés à quelques délices bien de chez nous ont été présentés, nous disent nos reporters sur place, Aïssa Toupaï et Youssou Baro. Délices d'Épicure, la Provence s'invite aux tables sénégalaises. Viande fumée issue de l'élevage, miro ou tchof, comme vous voulez, les Goûts de France se marinent aux produits naturels du terroir. C'est important que le Sénégal, la gastronomie sénégalaise soit connue, soit reconnue, soit appréciée par tous ceux qui passent ici au Sénégal, mais aussi ailleurs, au-delà. Bon appétit. Alors je ne connais pas encore comment on dit bon appétit en Wolof. Chez ce chef, le menu diversifié, les papilles frétillées. On a une coquille Saint-Jacques qui est sublimée avec des citrons locaux. On a un pot-au-feu avec des légumes sénégalais mais une viande française. Là vous avez un pâtissier. Tous les produits de la pâtisserie sont des produits locaux. Et du côté de chez Marceau, qu'est-ce que l'on peut déguster? Qu'est-ce que vous proposez? J'ai fait un cochon de lait bio que j'ai acheté chez mon ami Willy B, qui est un producteur sénégalais qui nous fait des merveilles. Donc j'aime bien en parler parce que c'est vraiment quelqu'un qui nous aide, nous cuisiner, à vraiment faire des bons produits au Sénégal. Alors il nous fait du canard, il nous fait aussi du cochon. On a fait la choucroute avec le cochon de lait, on a fait des betteraves confites et on a fait aussi des dorades, une ratatouille et un aioli. Le 21 mars, Goût de France s'invite chez nous à Dakar et dans 3 autres régions. Un véritable régal à inscrire dans les agendas. L'actualité internationale à présent, le Zimbabwe frappé, après le Zimbabwe plutôt frappé par le cyclone Idai avec plus de 98 morts au moins. C'est au tour du Mozambique d'être atteint par la catastrophe et on parle au moins en bilan de 200 morts. Les détails dans ce récit signé Daniel Duffa. La catastrophe a déjà fait au moins 98 morts au Zimbabwe, selon un bilan provisoire du ministère de l'Information. Situation identique au Mozambique où le président Filipe Nyusi évoquait ce lundi plus de 200 morts, estimant que le bilan pourrait atteindre la barre des 1000 victimes. Beira, la deuxième ville du Mozambique qui compte près d'un demi-million d'habitants, a été véritablement dévastée par un cyclone suivi de pluies torrentielles qui ont fait déborder le lit de plusieurs rivières. La réponse humanitaire s'organise, sauver ceux qui peuvent encore l'être. L'aéroport a été aménagé en centre opérationnel d'urgence. Le gouvernement mozambicain, qui parle de la plus grande crise humanitaire de son histoire, déclare compter sur l'aide internationale. Le Programme alimentaire mondial, en coordination avec les autres organisations humanitaires présentes sur le terrain, a affrété des hélicoptères pour envoyer de l'aide, notamment de l'eau, des produits à haute valeur énergétique, des couvertures, entre autres. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé ce matin l'envoi d'une mission d'évaluation dans la région. Les Lions du Sénégal au complet ont effectué leur deuxième galop d'entraînement. C'était cet après-midi au stade de Lat Dior à Thiès. Les Lions préparent leur match face à Madagascar prévu samedi prochain. Hier, l'entraîneur Aliou Cissé a fait face à la presse. Il est revenu sur l'état de la pelouse qu'il juge bonne et également l'état de forme de Sadio Mané. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Seyla Tir et Cheranta Diop. J'étais vraiment agréablement surpris. Je suis venu ici il y a 3 semaines. Et effectivement, il y a 3 semaines, pratiquement rien n'était fait. Et je crois qu'il faut féliciter vraiment les ouvriers qui ont œuvré durant 3 semaines. Je pense nuit et jour pour nous livrer un bijou comme ça. C'est une bonne pelouse. Je crois que
c'est très bien pour pratiquer un bon football. Sadio Mané, c'est un garçon que je connais depuis 2011. J'ai fait partie des garçons qui sont allés le chercher à Metz à l'époque, quand Karim Sékou Diouf était entraîneur de l'équipe olympique et j'étais son adjoint. Je ne tarirai jamais assez d'éloges sur Sadio Mané, mais nous on le savait. On savait que c'était un futur grand. Aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, moi personnellement, ça ne m'étonne pas. Mais comme vous le savez, une équipe nationale, c'est souvent différent d'un club. Il n'y a pas que Sadio Mané qui a ces difficultés-là. Messi, le grand Messi, a eu ses difficultés aussi avec l'Argentine. Donc d'autres sur le plan africain, comme les Didier Drogba, etc., ont eu ces difficultés-là. Mais je crois que le Sénégal a besoin de Sadio. Et Sadio a besoin aussi du Sénégal. Il faut continuer à l'encourager. Ce qu'il est en train de faire est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Et j'espère qu'il continuera à prendre plaisir comme il est en train de le faire, et avec Liverpool et avec l'équipe nationale du Sénégal aussi. Dernier tour des éliminatoires chez les U23. La Guinée accueille le Sénégal ce mercredi. Demain, plus précisément, une rencontre qui s'annonce extrêmement disputée avec la rivalité entre le football de ces deux pays. Des lionceaux qui devront marquer pour se faciliter la manche retour à Dakar. Un sujet signé Cheikh Sadibou Diarra et Youssou Baro. Un derby sous haute tension, c'est à quoi doit s'attendre l'équipe nationale U23 de football du Sénégal en Guinée. Ce mercredi au stade du 28 septembre à Conakry, un mental à toute épreuve est nécessaire à Joseph Koto et ses protégés pour espérer un bon résultat. Une rencontre difficile à tout point de vue. D'abord, dans ce stade qui est l'antre de la sélection de Guinée, l'ambiance sera hostile. Tout sera hostile pour les Lions de Koto. Ensuite, il y aura la chaleur, mais c'est des aléas auxquels les deux sélections devront faire face. L'équipe nationale de Koto, au regard de la liste qui a été publiée, est une équipe qui a de la bouteille, des joueurs qui ont de l'expérience et qui ont surtout de la compétition. Ça veut dire qu'elle est capable d'imposer son rythme. On se rappelle comment les cadets coachés par Ali Mal ont été éliminés là-bas. Qui a aussi l'équipe nationale locale, donc de Tafasek là. Donc c'était difficile. Il y a une certaine rivalité et il faut dire que les équipes guinéennes sont très hyper motivées quand il s'agit de rencontrer des adversaires sénégalais. Marquer à l'extérieur faciliterait la tâche à la Banda Ibrahima Niane. Un défi pas impossible à relever pour ce groupe. Je pense à des joueurs comme Youssouf Badji, Ibrahima Niane, Aliou Badji également. Donc nous avons de quoi véritablement composer une équipe très offensive qui peut nous valoir des buts en Guinée. Donc l'objectif ne devait pas être d'aller au stade du 28 septembre pour essayer de défendre coûte que coûte, mais attaquer, jouer pour gagner. Faire un bon résultat en Guinée, c'est essayer de mettre 1 ou 2 buts et de ne pas en prendre. Ou à défaut de faire match nul, mais pas sur un score vierge. Guinée-Sénégal, comme temps pour la marche allée du dernier tour des éliminatoires de la CAN U23, c'est ce mercredi à 16h. Le match retour est prévu lundi 25 mars prochain à Thiès. Bonne chance à nos Lions U23. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.